Bienvenue mes chers amis dans cette vidéo incroyablement chadesque où nous allons parler des jeux paradoxes interactifs, du grand stratégie et de ce que j'aimerais voir dans un prochain jeu grand stratégie et de la fin aussi du monopole de paradoxes interactifs. Parce que rappelons-le, le premier problème que réside dans le jeu de stratégie, c'est le monopole de paradoxes interactifs qu'il y a dedans. C'est-à-dire que Paradox a découvert le jeu de grande stratégie, c'est-à-dire un jeu où tu as une énorme carte où tu interagis, et il s'est dit, je vais en prendre le contrôle et je vais en faire plein de jeux et je vais imposer mon monopole et donc mes DLC stupides pour faire cracher de l'argent à tout le monde. Donc voilà le principal problème du jeu de stratégie, outre le gameplay, le game design, c'est le monopole de Paradox dans un jeu où basiquement c'est une carte, comme vous le voyez à l'écran, qui évolue à une période historique qui est censée simuler l'histoire, donc la politique, l'économie, la géopolitique dans un jeu de stratégie, mais à une échelle plus grande. C'est pour ça qu'on dit le jeu de grande stratégie. Mis à part Age of History, c'est Paradox qui domine avec les titres comme Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4, même Europa Universalis 5 maintenant, Victoria 3, Crusader King. Tout ça, ça appartient à Paradox et ça leur permet de maintenir leur monopole. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai passé un peu cette vidéo à dénoncer le monopole de Paradox et comment il pourrit ce genre de jeu-là avec des micro-DLC qui ressemblent à des microtransactions absolument absurdes. Sortir des jeux pas finis et sortir des DLC, c'est absurde. DLC payant, hein. Paradox mérite d'être détrôné pour avoir un nouvel âge d'or du jeu de grande stratégie au détriment de Paradox même. Mais on peut pas appeler au boycott de Paradox puisqu'il y a personne qui fait des jeux de stratégie. Voilà, il y a personne. Donc faut continuer à acheter du Paradox. C'est ça le problème, hein. Enfin bref, voilà un peu pour l'intro. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour cette première partie, j'aimerais qu'on consacre du temps à la continuité historique des jeux. Alors, premièrement, j'aimerais parler du système de déclin des civilisations qui n'est pas représenté dans aucun des jeux Paradox ou aucun des jeux de grande stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une civilisation qui va se renforcer en puissance, qui va encore se renforcer en puissance, et en fait, le jeu va faire en sorte que les gens qui se renforcent en puissance puissent que se renforcer en puissance par la suite. Alors que dans l'histoire, tu as un empire qui émerge, qui se renforce en puissance, qui chute, et dans son implosion, il y a de nouveaux États, de nouveaux empires qui en émergent et qui en fait transforment un peu le monde, mais avec la culture de l'ancien empire qui reste. Et ça, c'est quelque chose qui manque à un jeu de grande stratégie, c'est-à-dire que le snowball doit être coupé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des moments de chute, des moments de faiblesse au milieu du gameplay. Et puis, c'est comme ça que normalement ça marche un jeu. C'est-à-dire, plus t'avances, au début, le jeu il est facile, et plus t'avances dans le jeu, plus le jeu est difficile. Ils ont un peu fait ça sur CK3 parce que sur le long terme, c'est plus difficile de gérer une grande famille, etc. Mais il en reste que ça reste quand même plutôt simpliste. Et que le snowball, quand même, en fait, tu commences compte, ensuite tu arrives duc, ensuite tu arrives ensuite tu arrives empereur. Alors que ce qui est réaliste, c'est qu'il y a des moments que, en fait, plus tu avances, plus il soit difficile de maintenir ton empire en place à cause de la décentralisation, de la féodalité, etc. Et aussi de le maintenir d'un point de vue technologique et de faire en sorte qu'il ne se fasse pas surpasser ou submergé par des barbares ou des empires adverses. Et même, en fait, l'idée c'est que même si tu survis, ton empire pourrait être relégué à un plan arrière après certaines de tes défaites alors que tu es avancé dans la partie. Alors qu'au début de la partie, pour moi, un jeu de stratégie au début de la partie devrait être justement clément avec ses joueurs et les laisser plus rapidement émerger, voire même que le bot, mais que le bot devrait lui émerger en milieu de partie, là où le joueur s'est fait avec sa campagne, s'est fait avec le jeu et commence un peu à s'ennuyer. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il y a des crises de late game dans les jeux comme Total War. C'est-à-dire que, en fait, à cause de ce problème de snowball, c'est-à-dire que vu que tu deviens très puissant, en fin de partie, tu es obligé de balancer des crises. Ou encore l'Empire mongol dans CK3 aussi.
prendre cet exemple-là. Alors que ça devrait pas être comme ça, c'est-à-dire qu'en fin de partie, en fait, tout doit se jouer en milieu de partie. Soit ton empire n'arrive pas à tenir, soit ton empire tient sa position hégémonique. Et même, après, tu pourrais aussi choisir de jouer un pays qui est éternellement vassal ou éternellement loyal à un tel empire, et juste aussi regarder le mode spectateur, c'est-à-dire que pour moi, même si le jeu, s'il y a des mécaniques qui influencent le joueur vers ça, c'est-à-dire que les empires IA, comme par exemple dans une partie d'European Universalis 4, c'est juste des pays qui vont grossir, puis se foutre sur la gueule. Comme sur Survivor 4, comme sur Crusader King 3. Même si Crusader King 3, c'est moins parce qu'il y a les révoltes. Mais pour moi, en fait, on devrait, en mode spectateur, voir des empires qui existent grâce à une culture qui n'était même pas présente, genre de nouvelles cultures, de nouvelles religions ont émergé, ce qui fait émerger un empire, ce qui, en faisant émerger cet empire, crée une nouvelle dynamique, et sauf que cet empire ensuite il s'effondre et il laisse la place à de nouveaux royaumes qui devient un seul et même empire, qui continue ses conquêtes, etc. Tout ça sont fonds d'évolution technologique, culturelle, sociétale et économique. Et ça, un système de chute et de montée, c'est quelque chose qui manque beaucoup, surtout sur des jeux très long terme comme Imperator Rome ou Crusader King 3 qui durent plusieurs milliers d'années. Et ça manque à n'importe quel jeu de stratégie. En fait, un système de cycle de civilisation réaliste qui a été théorisé d'ailleurs. Pour continuer sur ce point de continuité historique, ce qui serait cool, c'est que soit on va parler un peu du déroulé du monde. En fait, l'idée c'est que pour l'instant les jeux Paradox c'est une période historique dans un monde. C'est génial. C'est-à-dire que tu peux prendre en fait t'as une date de départ et tu pourras choisir un pays et souvent un jeu égale une période. Comme par exemple la série des Crusader King est basée sur le Moyen-Âge. Hearts of Iron est basée sur la Seconde Guerre mondiale. Le problème de ça, c'est que déjà ça permet à Paradox de faire plein de jeux pour augmenter sa marge de revenus, c'est-à-dire joueurs Seconde Guerre mondiale, joueurs médiévaux, etc. Et aussi exploiter différentes sources de gameplay et faire croire que c'est pas possible de les combiner entre eux alors que ça serait tout à fait possible. Créer un jeu indigeste mais fun. Et aussi ça leur permet de fixer un peu les dates. Alors que moi je suis pour, même si un jeu centré sur une période serait bien, moi je suis pour un jeu qui commence à la préhistoire ou à l'Antiquité et qui termine à l'âge, même pas à l'âge moderne, à l'âge futuriste, c'est-à-dire avec des nanobots, de la colonisation galactique, etc. Et qu'en fait pendant genre 99% de la partie, pendant 50% de la partie, on voit notre planète. Et en fait, dès qu'on invente le voyage spatial, on peut commencer à voir les autres planètes. Et en fait, on découvre de plus en plus de choses. Et en fait, on comprend. En fait, on peut ouvrir un peu la carte comme sur Stellaris, c'est-à-dire que, en fait, on peut tomber sur des empires à l'échelle galactique. Et mais même s'il n'y aura pas de système de colonisation spatiale, parce que ça risque d'être un peu trop lourd pour les ordinateurs, un système vraiment de tech futuriste où il y a des guerres avec des IA, des nanobots, des mechas, etc. C'est le top. Et tout ça alors qu'on commence la préhistoire. Mais ça aussi, ça devrait être activable, c'est-à-dire l'ère de début, l'ère de fin, les techs disponibles, indisponibles. Il faudrait pouvoir activer un système de magie et pouvoir customiser, c'est-à-dire qu'on a de la magie, on pourrait activer de la magie dans le monde réel. On pourrait pouvoir activer des créations mythologiques, customiser le système, customiser en fait le panthéon et la cosmologie réelle. Outre les religions, on crée un monde 100% athée. On pourrait créer même un monde animiste. C'est-à-dire, il y aurait tellement de possibilités si on pouvait customiser la religion de son monde, etc. Et on pourrait choisir de jouer sur un monde qui a la géologie de la Terre, ou générer un monde ou créer soi-même, genre dessiner un monde avec une géologie, genre des terrains totalement différents de la Terre, et ensuite y jouer. Ou même regarder en mode spectateur, on peut regarder des civilisations, des personnages historiques, des technologies émergées, etc. Et ça c'est totalement ouf.
Sachant qu'en fait, il manque vraiment genre des technologies uniques, c'est-à-dire qu'une civilisation pourrait développer le progrès en fonction de ses ressources. En fait, l'idée, c'est que les technologies, genre, ça serait pas un vulgaire arbre de technologie, ça serait, il y aurait un peu des innovations comme dans Europa Universalis 4, un système de technologie par région, c'est-à-dire, mais pas par région en mode, oh non, ce pays, vu que ce pays et ce pays, il a des technologies. Non, c'est-à-dire que genre, si t'es près dans une rivière, tu développeras l'irrigation. Alors que si t'es dans les steppes, est-ce que tu vas vraiment développer l'irrigation, quoi? Il y a tout cet aspect-là genre, comme par exemple, si t'as aucun accès à la mer, jamais tu ne développeras les technologies de navigation. Alors que si t'es près de la mer, les technologies de navigation se développeront naturellement et tu pourrais essayer vraiment de développer de nouvelles technologies. De la même manière que, en fait, que tant qu'en l'ère moderne, tu n'as pas encore de technologie, tu devrais, enfin, de technologie centralisée, genre de ministère de la Recherche, tu devrais seulement pouvoir subventionner des technologies qui apparaissent comme ça, avec avec du mécénat, ou laisser juste se diffuser les technologies et les savoir-faire. Mais, ou même les savoir-faire magiques. Donc, dans cette continuité historique-là, il faudrait pouvoir avoir toutes les technologies et même des systèmes de magie, etc. et des systèmes de civilisation. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des civilisations d'elfes, de nains, etc. qui essaieraient de se battre, mais qui auraient aussi leurs propres attributs. Sachant que tu pourrais customiser les attributs de chaque race et chaque civilisation. Donc créer des choses totalement uniques. Sachant que tu pourrais faire comme dans Dwarf Fortress. Je sais pas si vous voyez, mais dans Dwarf Fortress, le monde est généré aléatoirement. Et après, l'histoire du monde, c'est-à-dire tout ce qui est comme par exemple les civilisations, etc., sont générées aléatoirement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pays qui sont créés de A à Z et qu'en fait, tu puisses sélectionner un pays, comme dans un CK3, mais dans un monde totalement fictif. Ou pouvoir créer un personnage dans un monde fictif généré procéduralement, ou dans un monde qui est la Terre, mais avec des pays fictifs, ou se placer en plein milieu d'un scénario historique, c'est-à-dire choisir la guerre froide, etc. Et pour terminer sur la continuité historique, j'aimerais parler de pouvoir créer un personnage, ou un pays, ou un système de magie, etc., en plein milieu d'une période donnée. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir créer un pays pendant la Première Guerre mondiale qui n'existe pas sur les cartes, soit en modifiant la mer, etc., soit en modifiant directement les provinces attribuées, c'est-à-dire que je décide de créer mon pays en plein milieu, je sais pas moi, de l'Italie ou de l'Allemagne ou de la Grèce, etc. Et après, le jeu devrait générer une cohérence, en rapport avec les pays voisins de manière procédurale. Et on fait créer un pays, mais qu'en fait cette nation customisée soit après intégrée organiquement avec le lore du jeu. Et ça serait incroyable. Ça permettrait de modifier la continuité historique, etc. Et ça serait le meilleur. Sans oublier d'ailleurs que j'aimerais pouvoir mettre en place des scénarios uchroniques. C'est-à-dire qu'en fait on diverge à un moment de l'histoire et on peut laisser faire défiler et après on peut prendre un pays. On peut choisir de placer un personnage et de voir un peu comment il évolue avec ça, ou même de jouer un personnage, sachant qu'il y aurait un mode normal, c'est-à-dire on joue une civilisation avec ça, et un mode bac à sable où on serait capable de tout créer. C'est-à-dire un mode bac à sable où on peut jouer un conquérant qui a des stats pétés, mais après, voilà, ça serait le meilleur, le best, le meilleur. Quelque chose d'incroyable. Également, exprimer ma vision un peu d'un système politique optimal dans un jeu de stratégie. Alors déjà, le but, c'est que vu que c'est un jeu de stratégie, la politique devrait être réaliste. Ça devrait être des luttes de pouvoir entre des groupes, des classes sociales, des personnages qui s'entrechoquent pour créer un paysage politique, tout ça avec des institutions qui peuvent modifier, s'effondrer ou totalement être réformées par des personnages ou des classes sociales qui elles-mêmes se font réformer par les institutions. C'est-à-dire que tout entrerait en corrélation et qu'il n'y aurait rien laissé au hasard. Comme par exemple, on pourrait prendre l'idée, c'est qu'il y aurait une lutte de pouvoir permanente
entre les différents personnages qui font partie des élites, donc les politiciens, les chefs d'entreprise, etc. Mais si le peuple est trop mécontent, alors il y aura une sorte de révolution communiste, mais qui sera exploitée par une classe sociale élitiste qui a été mise sur le côté dans une précédente lutte. Comme par exemple la bourgeoisie qui avait été mise sur le côté avant 1789, bah, a utilisé le peuple pour pouvoir renverser la monarchie et la noblesse et établir une république parlementaire et devenir genre le plus puissant des puissants dans les classes sociales et depuis la bourgeoisie donc qui s'est mutée en capitaliste et maintenant dirige la société française et même la société occidentale. C'est pour ça que la Révolution française est l'un des éléments les plus importants. La politique, ça devrait être aussi un système de trahison, mais aussi à toute époque, c'est-à-dire des trahisons aussi interpays, une sorte de géopolitique, etc. Après, il faut également comprendre le fait que la politique ne sera pas la même au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, pour une raison très simple que j'aborderai aussi dans le point technologique, c'est-à-dire le système de communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des communications instantanées de part et d'autre d'un pays, et c'est pour ça que notamment quand il y a une guerre, bah, les pays visent le plus possible à couper les communications. Regardez ce que Trump a fait au Venezuela ou encore même en Iran, couper la tête du régime. Mais comme par exemple, au Moyen-Âge, c'est un système d'émissaires. Et je pense que notamment l'émissaire pourrait se faire tuer en route, ce qui fait que en fait tes ordres n'arrivent pas aux provinces destinées où en fait basiquement tu perds la guerre à cause d'un problème de logistique ou d'émissaires. Après ça serait aussi dans le domaine militaire, mais ça entre aussi dans le domaine politique. Aussi une sorte de loyauté réelle et une loyauté apparente. Genre en mode la loyauté réelle, ça serait je déteste Monseigneur Lige, et la loyauté apparente, c'est oui, je sers Monseigneur Lige. Et un joueur ne pourrait pas savoir la loyauté réelle, mis à part s'il envoie des espions pour essayer de faire corréler la loyauté apparente avec la loyauté réelle. On pourrait aussi prendre l'idée de la création donc de personnages d'ambition politique, etc. chez l'IA de manière procédurale, ce qui serait réaliste. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui naît dans une classe sociale, qui décide donc d'avoir des ambitions avec cette classe sociale qui représente un peu cette classe sociale, et en fait il va essayer d'agir sur la politique du pays pour en prendre le contrôle, mais c'est un personnage IA. Et le joueur pourra donc jouer un pays et essayer de financer ce personnage du pays adverse pour essayer de déstabiliser le pays adverse. C'est ce qui s'est un peu passé avec la bourgeoisie au Royaume-Uni avant 1789. Mais nous avons également l'idée, c'est qu'il y faut une influence de la culture et de la religion. En plus de la situation économique des classes sociales, nous devons avoir, comme par exemple, guerre religieuse entre protestants et catholiques. Mais après, j'aborderai ça aussi dans le système un peu de religion et de culture que je dirai plus tard. Mais un système de schisme, un système de lutte politique entre cardinaux, entre clercs, un système vraiment de curie papale, etc., de gestion, tout ça sur fond de tensions culturelles entre différents seigneurs, avec le seigneur du Poitou qui n'a pas exactement la même culture que le seigneur d'Auvergne, etc. Sachant aussi la langue, etc., pourrait rendre plus complexe les échanges diplomatiques. Donc vraiment, une idée politique derrière la culture et la religion serait très intéressante, sachant que la culture pourrait aussi également influencer la moralité politique, c'est-à-dire s'il y a une culture qui promeut l'assassinat et le coup d'État, le pays va être beaucoup moins stable qu'une culture ou qu'une religion comme le christianisme qui promeut un ordre établi. C'est des choses totalement différentes, mais qui peuvent être très intéressantes. Sans oublier que un bon jeu qui se respecte, si on prend en compte l'aspect fantasy et SF, on devrait avoir des consciences collectives et aussi des révoltes d'IA en fin de partie ou même en début de partie si c'est en mode fantasy où t'as des consciences arachnides collectives qui viennent et qui t'expliquent que la politique c'est terminé et ils vont prendre des ordres en toi. Donc ça serait tout l'aspect un peu politique, sans oublier qu'on pourrait devoir customiser ces institutions, c'est-à-dire pas comme dans un Civ 6 où tu prends un vulgaire gouvernement, ou dans HOI 4 où tu prends une vulgaire idéologie parmi 4 idéologies. Non, là ça serait vraiment un vrai gouvernement où en fait tu pourrais choisir un peu les personnages que tu prends auprès de toi, tes politiques religieuses économiques, comment un peu fonctionne ton état. Tu pourrais tu pourrais faire un peu comme dans un Scratch, essayer d'imbriquer
des blocs pour essayer de faire fonctionner ton état, et tu peux donc créer un état dysfonctionnel dans le jeu, et ça serait génial. Ou même une horde, et tu essaierais de créer un état qui est adapté à ta situation, donc en fait ça te forcerait à faire des états et à comprendre pourquoi réalistement il y a eu certaines formes d'état. Et ça serait la même chose avec l'IA. Ça veut dire qu'il y aurait plein de régimes politiques qui n'existent pas dans la réalité, mais qui existeraient dans le jeu parce que il y aura plein de blocs politiques qui seront fusionnés pour créer de nouvelles institutions. Et ça serait génial. Voilà, c'est à peu près tout pour l'aspect politique. Alors, j'aimerais parler un peu aussi du système économique que je veux voir. Voilà. Alors déjà, le système économique, c'est que si on commence vraiment à la préhistoire, déjà, on aurait un système économique de nomades, déjà, premièrement, même si je ne trouve pas le concept, mais fun, extrêmement fun, mais ça pourrait quand même être marrant. L'idée, c'est qu'une fois qu'on se sédentarise, c'est que le système économique se baserait sur l'écriture, déjà, et aussi sur la gestion des champs, des récoltes et d'une sorte de redistribution et de l'émergence de la propriété privée. Après, l'idée, c'est que l'économie serait beaucoup plus intéressante à gérer. En fait, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus on débloque de matières premières, grâce à de nouvelles méthodes d'extraction, de nouvelles tech, et plus on avance dans les matières premières, plus on peut développer notre civilisation. Donc plus on peut développer notre civilisation, plus on peut avoir de matières premières, etc. L'idée, c'est que ça serait un peu comme ça, mais l'idée, c'est que les systèmes économiques tels que le capitalisme, le communisme, etc., émergeront naturellement parce que le joueur mettra en place de différents systèmes pour essayer d'optimiser. Sauf que le système pourrait avoir une crise dans son fonctionnement, ce qui fait qu'en fait l'économie réelle, comme par exemple comme en URSS ou même avec les grèves boursiers, l'économie boursière slash l'économie d'État n'est plus en accord avec l'économie réelle. Donc à ce moment-là, tu as une crise économique ou au moins une crise de la confiance, ce qui pourrait faire chuter les marchés, etc. Il y aurait aussi un système de commerce entre les pays, comme par exemple, il y aurait des pays qui auraient des ressources que d'autres pays n'auront pas, il y aura un système de rareté de ressources, et ça serait très très intéressant, un système économique vraiment basé sur les ressources. Après, l'idée aussi c'est que l'économie faudrait faire des choix, comme par exemple développer une économie militaire pourrait ralentir le développement civil, alors que créer une économie civile pourrait rendre vulnérable face à une conquête. De la même manière, est-ce que comment le joueur va gérer des concepts comme l'esclavage, le servage? Est-ce qu'il va choisir les hommes libres ou redistribuer les richesses? Comment il va gérer la propriété privée? Sachant que chacun aura des bonus et des malus, mais pourra être, disons, rendu obsolète par de nouvelles techniques qui arriveront avec les nouvelles ressources. Donc, tout ça va profondément en fait, affecter une mécanique de gameplay cyclique qui est rattachée à la politique et à la continuité historique vue précédemment de naissance et de chute de civilisation. Parce que ça faisait aussi partie des ressources de la civilisation, fait aussi partie de ses ressources. Comme par exemple, la Grèce était à son prime, mais après les Macédoniens ont découvert de nouvelles ressources, et donc ils ont conquis les Grecs. De la même manière, c'est comme ça que les Perses ont conquis les Égyptiens. Il y a toujours un délire de ressources à l'ère antique. Et après, il y aura, vu que tout sera autour d'un concept de ressources, il y aura aussi genre des guerres pour les ressources, comme par exemple, on peut penser à des guerres pétrolières, etc., pour obtenir plus de ressources que les nations feraient, ou même encore des guerres coloniales, ou l'établissement de colonies. Et donc là, on entre dans un tout nouveau système de gestion. Et aussi, il faudrait choisir soit de promouvoir la croissance de population avec la nourriture, etc., soit privilégier la production, un peu comme dans une civilisation. Ça aussi. Et il faudrait penser aussi comment la culture et la religion influenceraient ce développement économique. Parce que rappelons-le, comme par exemple le christianisme a influencé le développement économique de l'Europe. C'est énormément de choses qui sont très intéressantes, mais voilà, le bémol de ce que j'ai présenté ici, c'est qu'il y a quand même un concept de snowball, mais civilisationnel. Mais c'est comme la réalité. Après, l'idée aussi, ce qui serait intéressant, c'est de faire en sorte que les ressources s'épuisent naturellement, ce qui forcerait les empires soit à chuter, soit à s'étendre. Mais en s'étendant, on revient au point sur la politique, c'est-à-dire qu'il y aurait
des erreurs administratives, etc., qui pourraient provoquer un affaiblissement de l'Empire général à cause de sa surexpansion. Et donc, ce qu'il faut en déduire, c'est que aussi il y aura, pour moi, un bon jeu de stratégie, où une fois qu'on aura arrivé à l'ère moderne, il y aura la lutte des classes, il y aura des marchés boursiers, mais faut pas oublier que même au Moyen-Âge, faudra des systèmes économiques intéressants, c'est-à-dire, certes, il y a de l'agriculture, etc., mais comment on gère les guildes, etc. Et si on est dans un système fantasy, comment gérer les guildes de mages, comment miner les métaux spéciaux, est-ce qu'on collabore avec les nains, etc. Donc il y aura toujours un aspect fantasy économique, même aussi il y a la téléportation, est-ce que ça influence l'économie et la politique? Il y aura toujours ce système-là économique, et je pense aussi qu'il faudra avoir des routes commerciales réalistes, c'est-à-dire, comme par exemple, en fonction des grandes villes, des systèmes d'immigration réalistes qui prendraient, enfin, d'immigration, de migration et d'émigration réalistes, qui prendraient en compte les situations économiques des civilisations et des pays, et des cultures, des religions, et qui forceraient en fait un déplacement de population. Comme de la même manière, une crise économique pourrait augmenter un peu cette immigration. Comme une crise économique pourrait précipiter une guerre. Il y aurait énormément de choses faisables avec l'économie qui seraient très intéressantes. Et en fait, le joueur ne pourrait, comme par exemple, le joueur pourrait construire des bâtiments dans un système communiste ou féodal, mais comme par exemple dans un système capitaliste, le joueur, dans un système capitaliste vraiment libéral où l'État n'a aucun contrôle, le joueur ne pourrait rien faire sur son économie, mis à part s'il change ses lois au risque d'une guerre civile avec les capitalistes. Ça serait réaliste. C'est-à-dire que, là aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire que le joueur en fait pourrait abandonner la gestion de l'économie à des élites s'il a la flemme de les gérer. Sauf qu'en fait après ça créera le capitalisme. Et c'est comme ça que ça marche dans la réalité. C'est-à-dire que si les dirigeants abandonnent ces fonctions à des élites, alors les élites prendront aussi du pouvoir et des responsabilités. Ça, ça c'est plutôt intéressant, ma foi. Et l'idée, c'est qu'il y aurait aussi un système de monopole, de concurrence, d'agriculture, mais aussi, comme je l'ai dit, vu que la Terre, soit on joue sur la Terre réelle, soit générée aléatoirement, un système de réchauffement climatique, un système aussi de cultures spéciales qui peuvent être poussées seulement avec certains degrés sur certaines saisons. Donc il y a un système de saison. Il y aurait plein de systèmes à faire sur l'économie, l'agriculture, l'industrie, aussi un système de monnaie, c'est-à-dire que chaque pays aurait sa monnaie, parce que je trouve ça un peu con que dans les civilisations, ou même dans les Europa universalistes, ils commercent dans la même monnaie tous les pays du monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même encore aujourd'hui, on n'a pas achevé la monnaie unique du mondial. Et il y aurait donc aussi l'idée de la monnaie. Donc on pourrait avoir des situations comme le pétrodollar, etc., où les pays essaieraient de renforcer leur monnaie pour renforcer leur hégémonie. Enfin, il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire avec l'économie. Mais après, je suis pas le plus calé. Et si on prend l'économie, on peut prendre aussi les sociétés et la lutte des classes. C'est-à-dire, il y aurait les classes de prolétaires qui essaieront de s'enrichir, les classes capitalistes, les classes de petits bourgeois, et qui feront aussi la lutte politique. Donc, on revient à la première partie de la vidéo. La lutte politique et économique serait donc totale. Et il y aurait aussi une compétition économique entre les États, entre les civilisations. Donc là, en fait, on entre vraiment dans une idée vraiment de tchadisme économique du jamais vu dans un jeu de stratégie. Pour cette dernière partie, nous allons parler de culture, de religion et de technologie. Alors, premièrement, les religions devraient se développer de manière organique. Voilà. Après, je pense que là, je vais parler un peu religion, mais ça sera aussi pour de prochaines vidéos. Mais je pense que les religions devraient avoir vraiment un système d'émergence naturelle en fonction de l'environnement, de la culture, mais aussi la religion influencera la culture par la suite. Il y aura aussi un système un peu de discrimination des religions, comme par exemple sous l'Empire romain, etc. Un système réaliste de ça. De la même manière, pour la culture, il faudrait pouvoir mettre en place des cultures en fonction de ce que les gens mangent, les habitudes, etc. Vraiment des cultures réalistes.
qui offrirait des possibilités de gameplay infinies, parce que les cultures se modifieraient et se recréeraient en fonction de l'évolution du temps, des religions, de la politique et de l'économie, et des classes sociales. Donc ça, c'était un peu pour la culture et la religion. Maintenant, on va parler du gros point, la technologie. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, la technologie ne devrait pas se résumer à un vulgaire arbre de technologie. Pour moi, ça devrait vraiment avoir déjà plusieurs arbres de disciplines qui évoluent, comme par exemple un arbre de technologie médecine qui évolue et qui peut même régresser, parce que toutes les arbres de technologie que je vais citer ici peuvent régresser si, comme par exemple, il y a une crise, comme par exemple une chute de Rome ou même une guerre nucléaire. Euh, donc, un arbre de technologie militaire, un arbre de technologie économique, un arbre de technologie sociétale, un arbre de technologie sur la manufacture et l'artisanat, un arbre de technologie sur l'agriculture, un arbre de technologie nomade, et les technologies évolueront naturellement en fonction des dispositions de chacun. Comme par exemple, les mathématiques peuvent évoluer chez tout le monde. Par contre, la navigation peut évoluer seulement chez les civilisations qui ont un intérêt à la construction de bateaux. Et donc, genre, comme par exemple, l'arbre de technologie mathématique va pouvoir avancer pour tout le monde, mais l'arbre de technologie de navigation, la boussole va être plus compliquée. Et sachant que les arbres de technologie peuvent interagir entre eux. Vraiment, cette idée d'arbre de technologie corrélée, c'est, je pense, une idée qui serait incroyable. Hum, Sachant qu'il y aurait aussi en plus en fait, vu qu'on regrouperait toutes les sciences, il y aurait aussi des arbres de société, de philosophie et aussi de perception du monde qui évolueraient. C'est-à-dire que je veux bien qu'on puisse répandre sa religion, etc., dans un jeu de stratégie, qu'on puisse répandre sa culture. Pourquoi on peut pas répandre des idéologies et des courants philosophiques? Et justement, on revient sur ce fait-là, c'est-à-dire que pour moi, dans un jeu de stratégie, on pourrait jouer une nation ou un personnage. Pourquoi on peut pas jouer un idéologue? Et on crée une idéologie et après on regarde comment notre idéologie se diffuse et est réinterprétée. Parce que pour moi, les religions, les technologies, les cultures, les philosophies devraient pouvoir être réinterprétées. Revues, comme par exemple le marxisme évolue en marxisme-léninisme, par exemple. Il y a différentes branches du capitalisme, comme le keynésianisme. Ça devrait faire partie des choses vraiment le must-have. Et donc, pour revenir sur ces arbres de technologie, euh, je pense aussi qu'il y a des arbres de technologie, comme par exemple l'arbre de technologie au début de la sédentarité, écriture, etc. Et il y aurait des arbres de technologie qui se débloqueraient au fur et à mesure de l'aventure, comme par exemple genre l'arbre de technologie sur la cybernétique, l'arbre de technologie sur l'informatique. Ça, c'est des arbres de technologie qui se débloqueront en fin de partie, mais qui ouvriront de nouveaux champs de possibilités. Sachant qu'en fait, l'idée c'est que s'il y a des nations qui font des avancées technologiques, on rentre dans le cycle de civilisation qui m'est en chair, c'est-à-dire que même s'il y a une nation plus faible, si elle fait des progrès technologiques immenses grâce à de la chance, parce que ça vient aussi de la chance, ou de bons positionnements, ou des deux, bah, ça lui permettra de contrer alors un grand empire qui décline technologiquement. De la même manière, pour moi, on devrait aussi avoir des arbres de technologie magique, ou des arbres même magiques, hein, que pour les personnages, c'est-à-dire que chaque personnage pourrait obtenir des connaissances scientifiques et magiques, comme par exemple un grand philosophe ou un grand politicien, etc. Et des connaissances magiques et des techs magiques, comme par exemple, genre sur la magie noire, la magie des cristaux, la magie des runes, la magie démoniaque, etc. Tous les types de magie devraient avoir leur propre arbre de technologie et devraient s'aligner sur la religion, etc. Si tu as une religion dédiée au diable, etc., forcément que tu vas développer des technologies magiques démoniaques et que tu vas aller en quête du bâton d'un tel démon pour pouvoir régner sur le monde. Alors que si tu as une magie centrée sur le bien, forcément tu vas chercher à faire de la magie elfique et essayer de rétablir l'équilibre dans les forces magiques. Enfin, c'est quelque chose de normal. Surtout que si on revient à l'échelle galactique, il y aura des magies à l'échelle galactique qui ne seront pas disponibles sur une planète. Et ça technologiquement, c'est ouf. Comme par exemple, il y aurait aussi un système où on peut diffuser une idéologie magique, une religion autour de la magie. Donc en fait, tout est corrélé. Dans le jeu de stratégie parfait, tout interagit entre eux.
C'est-à-dire que la technologie interagit avec l'économie qui interagit avec la politique, politique qui interagit avec la magie, magie qui interagit à la technologie. Il y aura des cercles vertueux, il y aura des cercles vicieux, tout doit être corrélé pour créer un seul et même jeu et pas plusieurs jeux différents dans un seul jeu. De la même manière que les technologies peuvent se retourner contre nous. Comme par exemple, si on utilise trop de la magie, il y aura des catastrophes magiques. Mais si on avance trop dans la technologie, il y aura juste une révolte d'IA. Parce que si on accélère trop dans la technologie, on peut aussi avoir des gros problèmes de réchauffement climatique. En fait, chaque action aurait des conséquences. Et plus particulièrement sur la technologie, la religion et la magie. Car c'est des concepts fondamentaux. Même les conséquences économiques peuvent être dévastateurs, comme j'ai dit, des crises. Mais voilà. Aussi, l'idée, c'est que, surprise, la technologie, la religion et la culture n'étaient pas le dernier, vu que nous allons parler du militaire. Alors, le militaire, en fait, je pense que c'est la fusion de tout ce que j'ai dit précédemment. Pour moi, on devrait pouvoir au moins diriger ses armées, mais pas comme dans un Total War, puisque Total War a la formule Total War, même si ça pourrait être pas mal. Hein. Mais pour moi, on devrait pouvoir diriger des armées, mais surtout customiser un peu leurs moyens de formation, etc., comment ils sont formés, etc. Comme ça, on peut choisir de faire des levées paysannes, des conscrits, etc., et c'est d'essayer de combattre des pays qui ont, eux, une armée plus professionnelle, etc. Surtout que, en fonction, comme j'ai dit dans la partie politique, du recensement, etc., la conscription pourrait plus ou moins marcher, et ça amènerait à créer une féodalité, par exemple, pour avoir plus de conscription à l'échelle plus efficace. Est-ce que ton armée, c'est une armée permanente ou est-ce que c'est une hoste féodale? Il y a énormément de questions comme ça, très intéressant. Est-ce que tu as des mages de bataille? Est-ce que tes mages, ils font de la magie de loin depuis leur palais ou est-ce qu'ils sont directement sur le champ de bataille? Est-ce que il y a l'influence de la technologie? Est-ce que la technologie s'est répandue dans l'armée? Est-ce que tu as fait des avances technologiques militaires? Ou est-ce que ton armée combat encore avec des cailloux? Est-ce que tu as pensé à moderniser ton armée? Il y a énormément le militaire devrait être énormément mis en avant. Comme ça, on pourrait avoir des situations de David et de Goliath. Mais David a un méca et Goliath a des cailloux. Voilà. Parce que ça serait réaliste. Et on entre dans le cycle de civilisation, c'est-à-dire que plus ta civilisation est grande, plus tu as besoin d'une armée, mais l'armée peut être corrompue. On peut prendre l'exemple de la garde prétorienne, ou de l'armée romaine. La situation de l'armée romaine à la fin de l'Empire était plus que catastrophique, ce qui mènera soit à une féodalisation, soit à des seigneurs de guerre comme en Chine, et tu auras besoin de restaurer un peu la paix ou de jouer une nouvelle civilisation. Et là, c'est à ce moment-là qu'on entre dans tout le délire, c'est que c'est énorme. On arrive sur un jeu où la science, la politique, l'armée, tout corrèle, et le jeu serait absolument génial. En tout cas, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à vous abonner, à le réclamer en commentaire, à mettre un like et de voir cette vidéo en entier. Merci d'avoir vu cette vidéo en entier pour ceux qui sont ici. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos et de les regarder en entier également parce que moi j'ai besoin de watch time, j'ai besoin que l'algo là il m'aide, qu'il me voit et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la suite, réclamez-le. Moi, je vous dis, c'était un plaisir, c'était Valol et je vous dis à plus.